Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai casse-tête pour tous les coachs de foot. Vous savez, cette combinaison sur coup de pied arrêté qui a l'air géniale à l'entraînement, mais qui, le jour du match, tourne au désastre. Alors pourquoi ça ne marche pas et surtout comment on peut réparer ça? C'est ce qu'on va voir ensemble. On a tous vécu ça, non hein, le jeudi, à l'entraînement, sans pression, tout roule, les courses sont synchronisées à la perfection, le timing est impeccable, le ballon arrive pile là où il faut, on se dit, c'est bon, on la tient celle-là. Et puis arrive le dimanche. On est à la 65e minute, le score est de 0-0, on obtient le corner parfait. Et là, c'est le drame. La combinaison est méconnaissable, voire même pas tentée du tout. Une occasion en or qui part en fumée. C'est vraiment frustrant. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Non, ce n'est pas de la malchance. C'est un échec qui a des causes bien réelles, bien identifiées. Et qui dit cause identifiée, dit solution concrète. On va transformer cette frustration en véritable plan d'action. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Dans cette première partie, on va voir comment on peut mesurer cet échec et pourquoi, en fait, il est tout à fait prévisible. Pour que ce ne soit pas juste une impression, on va utiliser un outil de mesure, le SPTR. Ça veut dire taux de transfert sur coup de pied arrêté. L'idée est toute simple. On mesure quelle part de la combinaison prévue à l'entraînement est réellement exécutée pendant le match. D'un coup, un sentiment devient une donnée claire et chiffrée. Et attention, cette analyse, elle ne sort pas d'un chapeau. Elle est basée sur l'étude de plus de 800 matchs dans les 5 plus grands championnats européens. Plus de 800 matchs. Ce n'est pas un petit échantillon, c'est une base de données énorme qui nous permet de voir des tendances vraiment très nettes. Alors, regardez bien ce graphique, c'est là que ça devient intéressant. On voit des seuils très clairs. Si le SPTR est en dessous de 0,50, on est dans le rouge. C'est une dégradation significative. En gros, plus de la moitié du travail est perdu. Au-dessus de 0,60, on passe au vert, la combinaison est considérée comme prête pour le match. Et le Graal, au-dessus de 0,80, la barre dorée, c'est un transfert quasi parfait. Le but du jeu, c'est de savoir où se situent ses propres combinaisons. Bon, on a vu la mesure, maintenant la question à 1 million, pourquoi ce fameux taux de transfert est souvent si bas? On a identifié 4 causes principales. Allons-y. La première cause, c'est la plus évidente, mais on la sous-estime tout le temps. C'est le bruit. Un terrain d'entraînement, c'est calme. Un stade avec 60 000 personnes en délire, ça ne l'est pas du tout. Et croyez-moi, ça change absolument tout. Un ordre tout simple comme course 2, qui est parfaitement clair à l'entraînement, devient complètement inaudible au milieu du vacarme. La solution, elle est simple et redoutablement efficace. Les signaux non verbaux. 1, 2 ou 3 doigts levés par le tireur. Des gestes convenus à l'avance. Ça marche. Peu importe le niveau de bruit. Deuxième grande cause, la surcharge cognitive. Il faut imaginer le cerveau d'un joueur comme un ordinateur, avec une mémoire vive qui n'est pas infinie. Il doit déjà gérer une quantité énorme d'informations tactiques pendant le jeu. Donc, si le système de jeu est déjà très complexe, rajouter par-dessus des combinaisons ultra élaborées sur coup de pied arrêté, ça fait saturer le système. Le joueur est dépassé. L'exemple de Getafe est génial pour ça. Leur jeu est tactiquement très simple, ce qui libère de la bande passante mentale pour exécuter leurs combinaisons à la perfection. C'est pour ça qu'ils sont l'une des meilleures équipes d'Europe dans ce domaine. Troisième point, la fatigue. Ça semble évident, mais on oublie souvent ses conséquences directes. La combinaison exécutée par des joueurs frais le jeudi, eh bien ce n'est tout simplement pas la même que celle tentée par des joueurs qui ont déjà 75 minutes de course dans les jambes. Les études le montrent. Sous l'effet de la fatigue, la mémoire de travail d'un joueur chute de 40 à 50%. C'est énorme. Ça veut dire que presque la moitié de la capacité à se souvenir d'une consigne complexe s'est envolée. La solution, c'est la règle de 3. Le principe est simple, une combinaison ne doit jamais impliquer plus de 3 joueurs qui ont des mouvements spécifiques. C'est simple, mais c'est une garantie contre l'échec. Et enfin, la quatrième cause, celle qu'on a tendance à oublier, il y a une équipe en face. Et cette équipe, son boulot, c'est de faire capoter tous les plans. Les adversaires ne sont pas bêtes, ils analysent les vidéos. Si une combinaison est répétée, ils vont la repérer et tout faire pour bloquer les espaces. Et là, la réponse est contre-intuitive. Il ne faut pas créer des combinaisons encore plus complexes. Non. Il faut avoir un plan B ultra simple. Un protocole de combinaison avortée. Si le plan A est bloqué, on ne force pas. On assure la possession avec une passe simple au joueur le mieux placé. C'est tout. Ok, on a bien vu les problèmes. Maintenant, regardons les solutions à travers 2 modèles qui réussissent, mais de manière complètement différente. D'un côté, il y a le modèle qu'on pourrait appeler haute couture, le Bayern, le Barça, des joueurs d'une qualité technique exceptionnelle, une infrastructure vidéo immense, tout ça leur permet d'exécuter des routines très complexes. Et de l'autre côté, il y a le modèle boîte à outils de Getafe. Simplicité tactique, peu de combinaisons mais maîtrisées à 100%,
et un taux de transfert très élevé. Pour 99% des équipes, le deuxième modèle est non seulement plus réaliste, mais surtout bien plus efficace. Bon, pour résumer tout ça, comment on applique ces leçons concrètement? Voici un petit guide tactique en 3 étapes très simples. Premièrement, on applique la règle de 3. On regarde ses combinaisons. S'il y en a une avec plus de 3 mouvements clés, hop, on simplifie. Deuxièmement, on arrête les ordres verbaux. On met en place un système de signaux avec les mains, c'est clair, c'est net. C'est peut-être le changement qui aura le plus d'impact. Et troisièmement, on mesure. On calcule le SPTR pour chaque routine, on garde ce qui marche, on jette ce qui ne marche pas. Au final, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est bien celle-ci. L'objectif, ce n'est pas d'avoir le plus beau schéma sur un tableau blanc. L'objectif, c'est l'efficacité et la fiabilité sur le terrain. Une combinaison simple qui marche à tous les coups vaudra toujours mieux qu'un truc super complexe qui échoue. On termine donc avec une question à se poser. En regardant son équipe et ses routines, quelle est la combinaison trop compliquée qui pourrait être remplacée par quelque chose de plus simple, mais de tellement plus efficace? La réponse pourrait bien valoir quelques points précieux. Merci d'avoir suivi cette analyse.